Europe 1, 6h45, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes féminines et plurielles. Marguerite Lefebvre pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde et Varroc devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Alors autant vous prévenir tout de suite, si vous êtes d'une nature un peu angoissée, si les temps qui courent vous stressent un peu, surtout, ne lisez pas Libération. Libé, avec sa une en forme d'avertissement sur les paquets de cigarettes, vous savez, un rectangle blanc, et ce message, perturbateurs endocriniens, même se laver tue. C'est aujourd'hui que la Commission européenne va voter sur la définition qu'elle donnera à ces additifs chimiques omniprésents. ONG et scientifiques espèrent une vision large, une vision permettant de les encadrer au mieux, tandis que les groupes d'intérêt, autrement dit les lobbies, cherchent à la restreindre, cette définition. Ce qui est sûr, c'est que ces cochonneries sont partout, dans vos tubes ou dans vos pots. Le plus souvent, votre déo, votre crème de jour, votre mascara, mesdames. Éthymexyl, méthoxycinamate, BHT, benzophénone 1, butylparabène, etc. Pour savoir la composition des produits, non seulement il faut avoir une très bonne vue parce que c'est écrit en tout petit, mais aussi être diplômé d'un doctorat en chimie, ironise un membre de l'association Génération Future. Pour vous donner une idée, l'an dernier, l'UFC Que Choisir avait publié une liste de 185 cosmétiques contenant des substances indésirables. Cette année, la liste concerne près de 400 produits, c'est plus de 2 fois plus. Espérons donc qu'à Bruxelles aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens ne gagnent pas. Sinon, dans la liste des fléaux, vous trouverez la grippe aviaire avec La Croix qui consacre sa une donc à ces éleveurs combatifs dans les Landes qui ne baissent pas les bras. Lui non plus ne baisse pas les bras, c'est François Fillon, dont aujourd'hui en France nous apprend qu'il subira demain l'épreuve du salon, c'est bien sûr le salon de l'agriculture, sur lequel revient également 20 minutes avec un article dont le titre manque peut-être un poil de délicatesse. Les candidats ont intérêt à bien onduler de la croupe. Le Figaro titre sur l'étau qui se resserre sur les Français de Daesh en Syrie et en Irak. Quant aux Échos, il nous parle des États-Unis qui renforcent massivement leur défense. Bref, si tout cela vous déprime, il vous reste l'équipe. L'équipe qui a décroché une interview de Roger Federer. 20 titres en grand chelem, c'est un rêve, dit-il. Roger qui en a déjà décroché 18 et qui reconnaît lorgner clairement sur le prochain Wimbledon. Il nous livre aussi son secret alimentaire. On n'avait pas imaginé qu'il mange des trucs en poudre et compte toutes les calories tous les jours. Si je suis à la maison, bien sûr que je bois du vin et du champagne, que je mange de la fondue et des desserts. Voilà enfin une interview à consommer sans modération. Marguerite Lefebvre dans la presse quotidienne régionale. Inauguration en grande pompe, c'est le jour J pour la LGV. Le premier jour J, nous dit Sud-Ouest. Aujourd'hui, François Hollande inaugure cette ligne de train qui rapprochera encore un peu plus Bordeaux de Paris. Les voyageurs, eux, devront attendre début juillet. À la ferme, mais pas au salon, c'est la une du Courrier Picard. Comme l'an dernier, Jean-Luc Mélenchon a séché le salon de l'agriculture. Symbole selon lui d'une agriculture trop productiviste. À la place, il s'est rendu dans une ferme bio de l'Oise. Et puis, un espoir dans la Provence ce matin, un espoir fou même à la une du quotidien. Une nouvelle étape pourrait être franchie dans la lutte contre le sida. Un biologiste marseillais teste en ce moment un vaccin qui a déjà fait disparaître des cellules infectées sur certains patients. C'est une avancée qui demande désormais à être confirmée. Cette dernière phrase est importante, avancée qui demande à être confirmée. L'histoire du jour nous emmène dans les vignes nantaises, Marguerite, et ils sont pas très détendus en ce moment dans les vignes nantaises. Non, ils en ont marre, les viticulteurs de Nantes, marre des pilleurs qui rachètent des parcelles de vignes dans la région pour les déplanter et les replanter en Charente afin d'avoir l'appellation cognac. C'est une pratique de plus en plus répandue, nous dit Presse Océan. Alors c'est une pratique qui est tout à fait légale, sauf qu'il y a manière et manière de faire ça. Dans la région nantaise, les vignes ont été arrachées avec des pelleteuses puis brûlées avec des pneus et de l'huile de vidange. C'est tout bonnement inacceptable pour Olivier Martin de la Fédération des vins de Nantes. Pour l'instant, les vignerons nantais ne peuvent rien faire pour lutter contre ces comportements. Aujourd'hui, ils lancent un appel. Si ces transferts de vignes ne sont pas interdits, c'est toute notre appellation qui risque de disparaître. Voilà donc à lire dans Presse Océan ce matin. Un coup d'œil à la presse américaine à présent avec vous, Sophie Larmoyer. Évidemment, elle s'interroge, la presse américaine, sur l'énorme couac de la remise de l'Oscar du meilleur film, annoncé d'abord pour La La Land hier, avant que Moonlight ne récupère les statuettes quelques longues minutes plus tard. Ouais, on en a beaucoup parlé hier. Plus de 2 minutes, comment cela a-t-il pu arriver ? C'est la question que tout le monde se pose. Le Los Angeles Times raconte les coulisses. Oh mon Dieu, il a la mauvaise enveloppe. C'est un machiniste qui répète ça derrière la scène en courant dans tous les sens. Enveloppe Gate, comment le cafouillage Moonlight a-t-il pu se produire aux Oscars, interroge NBC Enveloppe Gate, News. c'est pas mal. Pas mal. La presse américaine nous explique comment ça marche au sein du grand cabinet d'audit qui organise le vote et sa confidentialité depuis 83 ans. Ce cabinet, c'est PricewaterhouseCoopers, dit PwC. Chez PwC, 2 personnes de confiance sont chargées des procédures. Elles sont bien connues. Brian Cullinan et Martha Ruiz, ce sont eux qui comptent manuellement les 7000 votes des membres de l'Académie. À mon avis,
avis, elles étaient chargées des procédures. Bon, en tout cas, ces deux personnes sont les seules à connaître le palmarès. Absolument, palmarès qu'ils mémorisent, il n'y a aucune trace informatique et ce sont eux qui remplissent les enveloppes. 2 jeux d'enveloppes identiques, un pour chacun. Le dimanche, ils se rendent au théâtre par des chemins différents et gardés secrets. Génial. Et une fois sur place, ils s'installent en coulisses, un de chaque côté de la scène et nous y voilà. Ils donnent les enveloppes avec les noms des gagnants aux stars qui vont remettre les Oscars. Bon, c'est la fin de l'enquête, c'est donc l'un d'eux qui s'est trompé, c'est ça? Voilà, erreur humaine, plaide PwC, c'est la fin de la cérémonie. Dernier Oscar, on peut imaginer un peu de relâchement. C'est pas le meilleur moment, un moment où tout le monde sacrait le meilleur film pour se relâcher. Voilà. L'avant-dernière enveloppe, sacrant Emma Stone, meilleure actrice, avait été remise à droite de la scène. Dernier prix pour le meilleur film, Warren Beatty arrive par la gauche et hop, on lui refile la seconde enveloppe de l'Oscar d'Emma Stone. C'est aussi simple que ça. Et il suffit de voir sur les photos du cafouillage sur scène la mine ravagée des 2 responsables de PwC pour comprendre que l'un de ces deux-là a fait une grosse bourde. On sait ce matin que c'est Brian Cullinan. D'ailleurs, CNN précise que tous ces tweets de la soirée ont été effacés. Des photos prises en coulisses des actrices qui sortaient de scène avec leurs Oscars. Oui. Il était peut-être pas très concentré, le garçon. Il s'est peut-être laissé un peu. En Juste tout cas, sur la fin. c'est pas la faute de ce pauvre Warren Beatty finalement. Mais pas du tout. Non, Il est pour rien du tout. Ouais, mais en même temps, ça va le poursuivre un tout petit peu. On va l'envoyer sur le divan, peut-être. Le divan de Marc-Olivier Fogiel. Sur France 3, c'est à 23h25 ce soir, Eva Il y a un Rock. divan rouge, un journaliste psy, Marc-Olivier Fogiel. Et puis, alors, le patient du jour, c'est Bernard Tapie. C'est pas commode. Voilà, autant vous dire que ça tourne rapidement au rapport de force. À se demander d'ailleurs pourquoi Bernard Tapie a accepté l'invitation. Parce que la réponse récurrente aux questions, c'est non ou je ne sais pas. Exemple, quand on lui demande comment il a vécu son incarcération. Pour moi, la prison, il paraît que j'en ai fait, je m'en souviens plus. C'est vrai ça? Ah ouais, vraiment. Je me rappelle plus du tout. Ça devait être dur quand même, hein, mais je me rappelle pas. Alors, ouais. quand est-ce qu'on s'amuse? Voilà, On lui, sent il pense- qu'il a pas envie de jouer le jeu, là. Alors exactement. Mais Marc-Olivier Fogiel ne lâche rien. Il évite d'ailleurs d'aller sur les dossiers juridiques comme tente de l'emmener Bernard Tapie. Il s'en tient au personnel. Et en 2015, par exemple, il l'interroge sur ses idées suicidaires qu'aurait eu Bernard Tapie. Je me suis retrouvé, par la conjonction et l'addition des sanctions, plus le droit de faire de sport, plus le droit de faire de politique, plus le droit de faire d'affaires. Il m'avait même interdit le droit de paternité. Je vois pas ce que ça vient foutre là-dedans. Je pense qu'il y a que les gros violeurs d'enfants qui ont cette sanction. Et là, j'ai vu la détresse dans ma famille. J'ai vu mes enfants qui partaient à l'école, qui revenaient en pleurant. Là, je me suis dit, ça peut pas durer. Alors ça, L'interdiction de c'était en paternité, 2015. ça mériterait un vrai faux de l'info. Hein, Exactement, et alors il ne le relance pas du tout, hein, Marc-Olivier Fogiel là-dessus. Mais en fait, au fur et à mesure, quand même, Tapie se lâche un peu. Il évoque surtout avec émotion son enfance et ses parents. Alors c'était des gens qui étaient très pudiques, qui ne disaient jamais je t'aime à la maison. Et puis un jour, Bernard Tapie raconte, c'est un apéritif et son père lève son verre. Il dit à ses amis, vous savez, j'ai eu une femme formidable. Et il meurt. Il est mort dans la seconde qui a suivi, le seul et unique compliment qu'il a fait à ma mère. Eva Rock. Oui, pardon. Ah, excusez-moi, j'avais plus de son dans mon casque, excusez-moi. En tout cas, c'est Tapie Bon. qui reste Tapie. Hein. Exactement, cabot, sûr de lui, provocateur, mais en fait se dessine quand même au fur et à mesure un autre homme plus intéressant et plus sensible. Alors que l'on aime ou que l'on déteste le personnage, il reste extrêmement fascinant. Ouais, c'est un peu comme la pizza avait un tapis. On ne sait pas pourquoi, mais on y retourne tout le temps. Quoi. Exactement, on c'est l'écoute. exactement ça. C'est le divan sur France 3 à 23h25. Et comme c'est un peu tard pour tous ceux qui se lèvent tôt, c'est aussi disponible évidemment en replay dès demain matin. Merci beaucoup les kiosquières.